Alors bonjour, même si j'ai vu plusieurs personnes parmi vous que je connais. Merci à Théo de m'avoir convié à ce colloque et également à Marie-Jeanne et à toute l'équipe. Nous avons été très bien reçus et c'est un plaisir d'être ici. Anne-Claire également a fait un témoignage tout à fait bouleversant et nous sommes au loin de ce qu'elle peut vivre tous les jours par rapport à ce qu'elle a pu vous dire maintenant. C'est aussi pour moi une opportunité de faire pointer le contexte archaïque et inacceptable qui existe en France aujourd'hui. On l'a entendu par plusieurs témoignages ce matin et nous en sommes l'incarnation ici. Donc merci de votre attention dont j'attends beaucoup et pour que ça change partout et notamment en France. Alors d'emblée, j'ai deux challenges à relever, c'est de disposer de très peu de temps et intervenir après un acteur d'Asperger, puisque ce ne sont pas des Asperger, mais ils agissent avec le syndrome d'Asperger, donc ils se sont dénommés eux-mêmes, et notamment Anne-Claire, comme acteurs d'Asperger, aussi brillamment que cela. Alors pour le premier challenge, je vais me concentrer sur des messages aujourd'hui. Je ne vais pas faire un cours sur le syndrome d'Asperger, mais surtout avoir des exemples concrets. Et pour le second, il me faut encore beaucoup d'années, comme beaucoup d'entre nous. Votre enfant ne saura jamais lire, écrire, ni compter. Premier diagnostic que j'ai entendu en 1990. Enrichi de « Vous n'avez qu'à vous faire soigner, elle ira mieux ». Ça met tout de suite une bonne ambiance. Mais enfin, les choses ont changé, elles ont évolué. J'ai eu 11 Asperger dans ma carrière, et de toute façon, ils ont tous abandonné. Ce n'est pas moi qui vous le dis. Ça, c'est la phrase d'accueil du médecin universitaire à l'attention d'Anne-Claire et de moi-même lors de son inscription en master de sciences politiques en 2010, en France. Ceci indique le degré de difficulté qui existe et d'obstacles qui existent en France aujourd'hui. Nous sommes confrontés à l'ignorance et à la suffisance, hélas. Alors, je ne vais pas vous raconter ma vie, bien sûr, mais je vais vous dire que, surtout, l'énergie énorme que j'ai dépensée, colossale, que j'ai dépensée contre l'ostracisme de la société, souvent issu, je le reconnais, de la méconnaissance et de l'absence d'éthique, et contre la course au normativisme qui évacue la prise en compte de l'atypisme, même pas sa prise en charge, juste sa prise en compte, ce qui est bien plus grave. Les acteurs d'Asperger sont doués pour presque tout, sauf pour les choses ordinaires. Et on sait qu'il y a, si on dit en un mot ce que c'est qu'Asperger, c'est un déficit de l'interaction sociale, pour faire très court. On m'entend là, c'est bon? Alors, avec leur intelligence hors norme et leur fine intuition, les Aspi, ils veulent communiquer, mais ils ne savent pas comment faire. Ils ne savent pas comment faire instinctivement, selon les modalités de notre société, et c'est cela qui génère chez eux une angoisse permanente, artificielle, et ainsi qu'à leurs proches, évidemment, artificiellement créée par les normes de la société. Et ceci, c'est une différence une différence invisible aux conséquences visibles. Si l'interaction sociale n'est pas innée chez les Asperger, elle s'acquiert. Elle s'acquiert comme une langue étrangère. Ça ne se soigne pas. Ce n'est pas à coup de psychotrope qu'on va faire apprendre, qu'on va enseigner l'interaction sociale. Alors, par nécessité, j'ai inventé un tutorat interactif qui aide à comprendre et qui est sans non-dit. C'est-à-dire qu'il faut oser dire tout ce qu'on pense, même si dans notre code, ça ne se dit pas. Et c'est en apprenant, en enseignant l'invisible que l'on peut avoir des résultats vraiment exceptionnels. Ce sont les apprentissages de l'invisible. C'est ainsi que je les ai dénommés et que j'en ai fait une substance dans mon activité aujourd'hui. Par exemple, celui du temporo-spatial. Alors, je vais revenir tout à l'heure sur le temps. J'ai donc institué un coaching ce que j'appelle en 3D, c'est-à-dire cette façon d'enseigner ce qui n'est pas instinctif et naturel chez eux, et quand on le met en 3D, on comprend mieux. Il doit tenir compte de 3 facteurs,
cette angoisse permanente dont je vous parlais à l'instant, le fait de comprendre que la compréhension de l'environnement n'est pas naturelle, donc comprendre l'environnement, l'enseigner, ainsi que les enjeux de cet environnement, et puis également acquérir les apprentissages de l'invisible. C'est une méthode structurante de guidage qui modélise par des processus comme dans le monde de l'entreprise, qui est c'est mon monde de travail, une méthode associée à une application rigoureuse comme pour les sportifs de haut niveau. Alors ceci, si vous regardez ce que c'est, j'ai inventé un système de repérage temporospatial, il faudrait beaucoup plus de temps pour l'expliquer, mais qui permet en même temps d'avoir un repérage du temps pour les Asperger, ça c'est un cauchemar pour eux, et qui ici précise le temps, l'espace, la planification, qui lorsqu'ils sont matérialisés et visualisés, permettent l'autonomie. Donc c'est un peu complexe, mais en fait chaque raison de couleur a son sens et chaque trait a son sens. J'en parle longuement dans un ouvrage que j'ai écrit. Si nous pensons que tout savoir pour eux, bien évidemment, nous ne savons pas. Et la seule chose, si nous pouvions faire un graphique qui permet de comprendre comment ils fonctionnent, en tout cas c'est mon expérience, on a dit que toutes sont différentes, c'est que il y a un triptyque qui s'appelle intelligence, logique, angoisse. L'intelligence, elle est là. La logique, elle est là. L'intelligence, plus on accompagne, en termes de coaching ou autre, et plus ils nous enseignent ce qu'il faut faire pour eux, plus l'expression de l'intelligence et l'expression de la logique augmentent, et plus l'angoisse diminue, car l'angoisse diminue. Et c'est en faisant ce guidage-là que l'on essaye, mais on n'arrive pas toujours, mais en tout cas, quand ça marche, ça marche. Et quand ça marche, ça se voit tout de suite. Le triptyque, maintenant, parents, aspi, décideurs. Donc, je vais vous parler des obstacles et des possibilités, et volontairement, je n'ai pas parlé des professionnels, mais des décideurs, je vais vous l'expliquer pourquoi. C'est un sujet délicat, hein. Les parents et professionnels sur un pied d'égalité, c'est le thème de Théo et de tout le monde ici, mais en France, c'est un mirage. Bien évidemment, il n'y a pas de partenariat parents-professionnels. En tout cas, je n'ai pas eu la chance de pouvoir le vivre ou le construire. Je m'y prends différemment. Ça commence maintenant avec les jeunes générations, mais pour les adultes, il n'y a strictement rien. Donc le terme professionnel signifie, pour moi, ici, dans mon propos, ayant une légitimité de compétence. Donc c'est plus élargi, bien sûr, qu'un code de sirène. Les parents ont l'intuition de ce qu'il est bon de faire pour leur enfant. Mais ils ne sont écoutés par les professionnels que lorsqu'ils se positionnent eux-mêmes en professionnels. En clair, si on dit qu'on est papa et maman, ben, ça se termine là, quoi. On prend note et puis voilà, on doit écouter ce qu'on doit nous dire, et ce n'est pas ça. Ce sont les parents et les enfants Asperger ont l'expertise de ce qu'ils vivent. Et les parents deviennent des professionnels en réalité parce qu'ils le vivent justement. La plupart du temps, ils sont traités avec mépris. Je l'ai vécu. Notamment les femmes qui suscitent toujours et inconsciemment les préjugés propres à l'émotion et à l'incapacité à avoir de l'expertise. Alors ce sont ces jugements, c'est justement l'inverse, ce sont les talents des Asperger et les talents de leurs parents et qui permettent d'avoir une combinaison qui permet de faire avancer et de percer dans notre société, sans oublier le support insoupçonné de la fratrie dont on ne parle jamais. Quant aux professionnels, dans tous les métiers de l'enseignement, du social, des entreprises, de la santé, j'entends tous les métiers, les bons professionnels partagent leurs acquis. Les bons professionnels veulent aider, mais souvent ils ne savent pas comment faire. Alors, ils demandent, tout simplement. Ils proposent, ils demandent, ils échangent. Mais il y a les moins bons, très nombreux, trop nombreux, en tout cas en France. Ceux-là s'estiment des spécialistes, alors qu'ils réduisent et ils reproduisent des schémas essentiellement acquis par oui-dire, avec une pensée unilatérale, sans avoir la légitimité de l'expérience vécue. Vraiment,
auprès des jeunes qui sont concernés, c'est-à-dire les Asperger eux-mêmes, et sans avoir même accepté de la vivre, même quand on la propose, ce que j'ai fait pendant des années. On veut bien parler, on veut bien interviewer, mais vivre avec, ah ça non. Théo lui-même a largement, avec son expérience que l'on connaît et que j'admire personnellement, il invite à la modestie, mais très peu la respecte. Ces professionnels-là croient savoir, mais en réalité, ils ne comprennent pas. Par orgueil et dans l'erreur, ils entravent les initiatives de la progression d'un parcours et ils paniquent les familles. Exemple, se battre bec et ongles pour faire reconduire des dispositifs d'accompagnement ou d'organisation pédagogique dans un cursus universitaire, qui ont fait leurs preuves. Et se battre avec ça, avec un professionnel universitaire de santé, un autre que celui que j'ai indiqué tout à l'heure, et qui sont déjà négociés auparavant dans une université, l'année d'avant. Ça existe. Nous l'avons vécu hier. Ça s'est soldé par « Oh, vous voulez être le coach de votre fille pendant les concours, ça dure 10 heures d'affilée, chaque examen en master. » Et ça, c'est une chose. Pourquoi une mère serait-elle le coach de sa fille? Mais parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucune mesure. La loi 2005 n'est pas appliquée pour les syndromes pour les différences invisibles à ce niveau en université. Il n'y a rien. Il n'y a aucun accompagnement et personne n'est formé pour pouvoir le faire et durer aussi longtemps. Donc, en fait, en conclusion, elle m'a dit, écoutez, puisque vous avez le temps d'écrire un livre, vous avez bien le temps de faire ça aussi. Donc, c'était hier. C'est pour ça que j'ai dit, parce que c'est encore frais, mais demain, on aura autre chose. Mais on se bat et on obtient, bien entendu, tout ce que l'on a décidé, parce qu'on sait toutes les deux que c'est ça qu'il convient de faire, et nous l'avons, mais à quel prix, quelle énergie il faut dépenser pour cela? Nous sommes seuls. On parlait d'isolement, mais c'est une vie d'isolement. Enfin, les ASPI, ils font partie du triangle, bien entendu. Les professionnels... Là, la photo n'est pas géniale quand même, parce que les professionnels les voient principalement comme des malades et non comme des partenaires, alors que ça devrait être l'inverse. Les acteurs d'Asperger, ils ne sont pas respectés, ils ne sont pas écoutés. On ne comprend pas ce qu'ils veulent dire parce qu'on ne fait pas l'effort de leur laisser le temps d'expliquer, alors qu'ils le savent très bien, ils ont ça en eux, et quand on leur donne le temps et qu'on les écoute, nous pouvons comprendre, mais il faut beaucoup plus de temps pour nous pour comprendre une seule phrase d'eux. En tout cas, pour Anne-Claire, un mot égale un concept, donc il faut quand même un peu s'accrocher. Ce sont pourtant eux les experts et les meilleurs consultants de leur spécificité. Je parle là, bien sûr, de ces jeunes qui sont évincés et qui sont ignorés. C'est une insulte à leur égard. Et je suis vraiment très aimable en disant ça. Ça leur est juste insupportable, ainsi que pour leur famille. À juste titre, oui, Anne-Claire. C'est pourquoi dans mon triptyque, je parle de décideurs, qu'ils soient professionnels ou non. Ce sont eux, les leaders, qui, une fois convaincus, ce sont eux qui donnent le là aux conditions de succès d'un projet, du fait de l'autorité de leur fonction. Un exemple, un directeur d'enseignement décidera d'appliquer ou non une loi, même si aucun budget n'a été prévu pour la rendre applicable. Pour mémoire, il y a une loi 2005 en France, mais il n'y a pas de budget qui soit alloué. Donc, dans les universités, c'est pareil. Tout le monde veut bien faire des efforts quand il y en a, mais il n'y a pas de budget, donc on tourne en rond. Ce décideur-là, il va trouver la solution parce qu'il a compris pourquoi c'est important de la faire et quel est l'aboutissement. Nous avons donc à ce moment-là un objectif commun. Un autre professeur, lui, va motiver une classe dans un projet, par exemple, de responsabilité collective de travail sur le sujet de la tolérance. Tout le monde est gagnant. Les enfants, ils adorent faire ça. Ils se sentent responsables, tout le monde est gagnant. Maintenant, on le voit dans les petites classes quand ça commence, et que l'enseignant est motivé pour le faire. Donc, quand il est convaincu, c'est lui là le décideur. C'est donc lui qui impulse cette façon de voir différemment, ce changement de mentalité. Dans la foulée, du coup, les professionnels adhèrent parce que lorsque c'est décidé et que c'est organisé, ça fonctionne.
C'est ça que le message aujourd'hui que je veux dire. Si on explique et que l'on convainc les décideurs, ça fonctionne. Le mouvement suit derrière eux. Quelles sont les sources d'espoir les sources d'espoir et les dispositions à prendre? Ce qui marche avec les professionnels passe aussi par la relation, la médiation et en proposant des outils pragmatiques, être l'interface de l'autre. Plus on explique, mieux ça fonctionne, notamment avec les enseignants tellement accaparés dans leurs classes surchargées. C'est en mesurant les résultats au quotidien que les professionnels s'impliquent dans les programmes d'accompagnement. Moi, je parle de coaching dans tous les domaines de la vie, le coaching, le study coaching, le job coaching, le family coaching, le life coaching. En fait, c'est un tutorat, je rappelle, interactif, dans lequel les Asperger sont les plus qualifiés pour nous dire ce qui leur convient. À la carte, construit, j'insiste, notamment avec eux, notamment les étudiants et les adultes, parce qu'ils ont vécu, ils savent dire pour les plus petits ce qui est bien, même s'ils sont tous différents. Les acteurs d'Asperger sont des ambassadeurs de l'atypisme, nous n'en sommes que les médiateurs, je dis même aujourd'hui, même les impresarios, quand tout le reste est déjà mis en place, car ils ont besoin de cet accompagnement de voyage pour les choses simples de la vie, comme vous avez besoin parfois de l'accompagnement d'une agence de voyage pour partir en voyage. Le destin des acteurs d'Asperger, il est modifié, complètement transformé quand on sait qu'il faut toujours informer, communiquer, convaincre, décider, appliquer, dupliquer. Chacun est gagnant. C'est un partenariat réciproque pour le triptyque parent, aspi, décideur, qui connaît, qui agit et qui fait savoir que ça marche. Et à ce moment-là, pour qu'il soit durable, il doit être éthique. Un nouveau triptyque émerge alors, diagnostic, coaching, communication. À nous de l'optimiser. Quand je dis communication, c'est la communication que l'on peut que l'on peut développer à l'extérieur. C'est la communication sur la communication. Le destin des Asperger, il est précaire, on le voit. Il est précaire de fait, mais non de leur fait. Il est précaire car les accords acquis un jour sont remis en question le lendemain, en France. Nous l'avons vu plus haut, nous le vivons tous les jours et je suis sûre que les personnes que nous avons entendues ce matin le vivent également. La sérénité n'existe pas dans une telle incertitude. La vision du futur détermine le comportement. Il faut donc, quand on voit où on va, on décide de se comporter de telle ou telle manière. Il faut instaurer de la sérénité, de la stabilité et de la sécurité. Tout ça va ensemble. En s'inscrivant dans une projection de l'avenir qui motive et qui implique les aspis eux-mêmes visionnaires, car ils sont des visionnaires, qui implique les parents, qui implique les professionnels et qui rend les choses possibles à ce moment-là. Agir et communiquer pour faire connaître, ça, c'est pour moi le maître mot de l'avenir des Asperger et des autistes quand ils ont acquis tout ce que Hilary notamment a développé tout à l'heure et dont je me suis aperçue que c'est ça que j'ai fait pendant des années avec la seule aide de ma mère et de mon père et l'aide d'Anne-Claire et l'aide de mon fils. Et c'est ça qui a fait que, malheureusement, j'ai fait seule, mais aujourd'hui, si les parents n'ont pas ça, ils ne peuvent pas s'en sortir. Il faut absolument exiger un diagnostic très proche et demander ce genre d'accompagnement qui sont de l'éveil, qui sont de l'éducation. Je voudrais vous citer quelques exemples que j'ai développés aujourd'hui et que je commence vraiment je veux absolument que ce soit ça qui illustre le chemin que les Asperger et les autistes peuvent espérer, car si ce n'est pas connu, si on ne convainc pas les gens, on n'arrive pas à ce que l'on veut. Donc notamment, tout ce que j'explique là, je le développe, je vais le faire très brièvement dans un livre qui a été écrit avec le concours d'Anne-Claire, qui est Une épée dans la brume, syndrome d'Asperger et espoir. Donc Une épée dans la brume, c'est bien évidemment Anne-Claire qui l'a trouvé, chez Anne Carrière, et dont Théo m'a fait l'honneur de la préface. J'ai organisé en septembre une soirée de conférence à l'Hôtel de Ville de Paris
Des talents pour l'entreprise, syndrome d'Asperger et autisme de haut niveau, qui a mis à l'honneur les étudiants et les actifs Asperger. Ils étaient au centre du débat. Théo et Hilde sont également intervenus, ainsi que Anne-Claire, devant un public majeur d'entreprises, car autisme et emploi, personne n'en parle. Handicap et excellence, personne n'en parle. Les adultes n'ont rien. Et c'est ça que je veux mettre en place sur l'appui d'un partenariat avec les professionnels. Les entreprises sont des professionnels. Et plus on communique, plus ils comprennent, ils sont demandeurs. À nous de leur offrir un système d'accompagnement et de mesures qui soit à la portée de ce qu'ils peuvent intégrer dans une entreprise avec leurs contraintes. Les premières retombées que j'ai déjà indiquent que les interactions évoluent dans un sens favorable avec les professionnels et ils comprennent ce que veut dire aujourd'hui différence invisible. Ils apprennent à parler en termes d'atouts et non pas de déficience. C'est ça qui est important de retenir, en tout cas pour ma part aujourd'hui. Enfin, je lance un club de talent qui s'appelle Honor International. Ben là, je l'ai mise. Qu'est-ce que j'ai fait avant? Pardon. Oups. Voilà, c'était ça ma conférence. Je lance un club de talents atypiques qui s'appelle Honor International. C'est un club des humanités qui vise à harmoniser la vie des profils atypiques dans tous les domaines de la vie, personnel, professionnel, étudiant, etc. Alors, je vous demande pas qui a trouvé le titre. Vous avez déjà la réponse? C'est Anne-Claire. Voilà. Et quel sera le sens de ce club? Ce sens, c'est apporter de la sérénité, apporter de la durabilité, donc de l'éthique, de la conviction dans les engagements, avec un partenariat et un parrainage de tous, donc les entreprises, les acteurs socio-économiques, les acteurs politiques, qui ont du mal à comprendre que ça fait partie de la richesse de la prochaine génération qui arrive derrière. Je termine en vous disant une citation d'Anne-Claire. Alors elle me le dit à toute vitesse, évidemment au détour d'un couloir, je vais vous le dire en français, moi normalement. Pour l'acquis d'un savoir qu'ils n'ont pas, les neurotypiques exigent des acteurs d'Asperger l'indulgence qu'eux-mêmes ne leur accordent pas pour ce qui est de l'inné de l'instinct qu'ils n'ont pas. Merci.